parlerons des droits de l'homme au Congo, Brazzaville et dans le monde. Et nous ferons une ouverture sur la vie politique congolaise en général. La radio de la communauté, nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2018. Retour à ce journal avec Jean Lewis et mes deux invités, Loulou Lita et Alphonsine Mikwiza, deux compatriotes de la communauté congolaise de France. Salut à vous. Salut. Bonjour, cher Lewis. Bonjour. Et merci de cette invitation. Nous sommes ravis d'être là ce soir avec toi. La radio de la communauté, cette édition est également la vôtre. Vous pouvez donc poser des questions à nos invités, des questions, bien entendu, qui s'inscrivent dans le droit fil du thème du jour. Loulou Lita, c'est la présidente de l'ACRD Congo, qui est l'Association pour le combat républicain et démocratique au Congo, Brazzaville en sigle, bien sûr. Loulou Lita est congolaise, bien sûr. Elle est cadre des finances internationales, a travaillé dans le domaine du bois et du pétrole et elle avait, a-t-on appris, sous sa direction 600 personnes. Vous avez Madame Alphonsine Mikwiza. Alphonsine Mikwiza est également membre de la communauté congolaise de France. Alphonsine Mikwiza est vice-présidente de l'ACRD Congo. Elle est juriste et économiste, professeure d'économie et de gestion au lycée. Alors, chère dame, une fois de plus, merci d'avoir accepté cette invitation de Congo Live 11, la radio de la communauté. Voulez-vous, Madame Loulou Lita, ajouter quelques détails à votre profil? Ben, comme je disais, merci beaucoup de nous accorder ce privilège d'être ce soir avec toi et nos compatriotes et pouvoir mieux leur expliquer notre combat qui s'inscrit dans la délivrance et vraiment le combat contre la dictature qui s'est vu au Congo-Brazzaville et éventuellement mettre un terme à cette pauvreté et à la précarité dont sont victimes nos compatriotes. Donc, je travaille, nous sommes plusieurs dames. À la base, nous étions 4 à créer l'ACRD Congo. Après, au sortir du Congrès des Congolais de l'étranger, nous avons décidé de continuer le combat puisque nous avions vraiment beaucoup de choses à faire et surtout, nous croyons en ce combat. Nous pensons qu'il y a une victoire derrière tout ça et on ne pouvait pas passer à côté sans nous engager réellement. Donc, Alphonsine Mikwiza, qui est la vice-présidente, et moi-même, nous sommes très engagés et régulièrement, nous revenons à la base pour rendre compte de notre travail. Merci beaucoup. Voilà, à vous, Madame Alphonsine Mikwiza. Alors, bonjour à tous. Bonjour à toi, John Lewis. Merci. Pour cette occasion. Pour l'occasion que tu nous accordes de parler de notre action, notre engagement pour le Congo-Brazzaville et toutes les actions que nous menons. Donc, moi, comme tu viens de le dire, hein, je suis de formation juridique, juriste et économiste. Je suis professeur d'économie, droit et gestion. Et je me suis lancée dans ce combat, d'ailleurs, que j'avais commencé quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai senti justement qu'il fallait que je m'implique davantage pour le peuple congolais parce que nous nous battons pour le peuple, nous mettons le peuple en avant et en avant pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice du Congo-Brazzaville. Donc, justement, il faut bien qu'on arrive à faire tomber ce système dictatorial. Donc, nous sommes engagés dans cette voie. Voilà. Je tiens à rappeler à tous ceux qui viennent de se connecter que nous avons pour invité deux dames, Madame Loulou Lita et Alphonsine Mikwiza, des compatriotes du Congo-Brazzaville, défenseurs des droits de l'homme. Nous parlons aujourd'hui de l'Association pour le combat républicain et démocratique au Congo-Brazzaville. J'ai dû constater dans vos documents que
vous êtes des défenseurs pacifistes des libertés et des droits fondamentaux selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors, il saute aux yeux que vous vous inspirez du combat de l'Américain Thomas Jefferson, vous vous inspirez de Gandhi et de Martin Luther King. Alors, Madame la Présidente, un mot là-dessus. Un mot là-dessus, oui, nous sommes notre combat puisque ce sont les droits des Congolais qui sont bafoués. Donc, et que ces valeurs, cette charte des droits de l'homme, c'est une charte des valeurs universelles que tout peuple aspire au respect de ses droits. De fait, nous en faisons la promotion et le respect afin que les droits des Congolais soient respectés. Et notre action s'inscrit aussi dans la non-violence. Nos actes s'inscrivent. Notre charte, c'est la charte des respects des droits humains et qui s'inscrivent dans la non-violence inspirée par Gandhi. Bien sûr, ça a été entre-temps, ça a été actualisé. Et pour renforcer ce combat-là et notre action, nous avons été formés dans cette action de la non-violence et stratégie afin de faire tomber éventuellement un dictateur armé. Alors, nous reviendrons sur cet aspect. Est-ce que vous avez un détail à ajouter sur cet aspect, Madame Alphonsine Mekwiza? Oui, je peux ajouter. De l'inspiration que vous donne Gandhi et King. Exactement. Il faut savoir que les méthodes de Gandhi ont évolué. Donc, il y a eu des améliorations par rapport aux difficultés actuelles des dictateurs. Donc, des dictatures qui sévissent, qui deviennent de plus en plus violentes comme celle du Congo-Brazzaville. Donc, on est allé se former justement à la non-violence. On a actualisé nos connaissances pour voir comment travailler dans ce sens-là, dans le sens de faire partir un dictateur hyper armé. Donc, on s'est formé, on a intégré des groupes de formation européennes et autres qui militent justement pour la non-violence, pour faire partir toute forme de dictature. Donc, oui. Concrètement, Madame Lita Loulou, comment cela est-il possible pour un activiste d'évoluer dans un environnement où il y a la dictature? Donc, comment la non-violence peut être possible dans cet environnement? C'est comment la non-violence est... la non-violence est une arme, je pense, qui lutte, en fait, puisque Gandhi en a été le premier à mettre en œuvre. Il y a aussi l'exemple de Martin Luther King. Ils ont réussi. Aujourd'hui, les gens diront que ce sont des vieilles méthodes, mais on peut aussi prendre la Pologne, Canvas et autres qui ont réussi grâce à la non-violence. Maintenant, on a juste un petit souci, il faut former cette population à cette non-violence afin que par des moyens, des blocages économiques et autres, cette non-violence prenne forme et puisse atteindre les objectifs. Donc, nous y croyons et nous savons que c'est vraiment le moyen qu'il faut et les actions qu'il faut pour y arriver. Alors, vous êtes une organisation qui a fait ses preuves. Pouvez-vous nous dire aux spectateurs, je rappelle que cette émission que nous avons, mesdames, est suivie sur Facebook. Alors, pouvez-vous dire aux auditeurs ce que vous avez entrepris pour vous faire connaître, notamment auprès de grandes organisations comme Amnesty International, comme l'ONU, pour faire entendre la voix du Congo, notamment, sur la question des droits de l'homme? Est-ce que vous avez quelques rapports avec ces organisations? Alphonsine? Oui, merci. Alors, je voulais compléter, Annie, par rapport à la non-violence. Je voulais tout simplement préciser qu'actuellement, quand on parle de non-violence, ça ne signifie pas qu'il faut sortir, aller casser, forcément. Ce n'est pas ça la non-violence, ça, ce n'est pas la non-violence. Et la non-violence, ce n'est pas seulement se mettre dans la rue et sortir. La non-violence a plusieurs formes. Démarcher, aller dans les organisations internationales, c'est une forme de résistance non violente également. Donc ça, je voulais le préciser aujourd'hui. Donc,
On a modernisé les techniques et nous, on applique ces techniques, donc sous toutes ces formes actuelles. Alors, la question par rapport aux organismes, quand vous parlez des organismes, mais justement, nous, quand on a créé ACRD Congo, on s'est basé sur les textes. Puisqu'on est en France, on se base sur la loi française. Donc, on est une association loi de 1901. Donc, cela signifie que nous sommes immatriculés, nous sommes reconnus en France comme association. Et cela nous permet justement d'accéder à certains organismes, étant donné que nous pouvons y aller. Donc, ça signifie qu'il faut adhérer à certains organismes pour avoir accès. Donc, nous avons fait les démarches d'adhésion dans certains organismes pour avoir accès. Donc, nous sommes membres. D'ailleurs, nous étions déjà membres dans certains avant que la crise congolaise ne naisse. On était déjà des membres dans certaines organisations et certaines institutions qui existent, qui sont sur la place de Paris et ailleurs. Donc, Human Rights, on y est déjà depuis un certain temps. On est dans le groupe des chrétiens démocrates qui veulent s'engager dans la politique. Ça, ce sont des choses, c'est des organismes là où nous sommes depuis bien longtemps. Et Amnesty International, exactement, Survie, nous y sommes avant la crise du Congo. Donc, on a déjà ces acquis d'avoir accès à certaines structures, de savoir comment ces structures marchent et comment utiliser la loi pour justement faire avancer le dossier du Congo, parce que nous nous basons sur la loi. Les lois existent qui permettent au peuple, à certains peuples, de s'émanciper, de sortir de la dictature. Donc, nous, avec ACRD Congo, on a créé des dossiers, donc on a monté des dossiers justement par rapport au respect ou au non-respect des droits humains au Congo-Brazzaville. Donc, on a des dossiers justement, on démarche, on y va, on prend des rendez-vous, on assiste aux conférences, on a accès à certaines institutions justement avec notre carte ACRD Congo nous permet d'accéder à certains endroits où on ne peut pas inviter quelqu'un qui n'est pas membre. Donc, c'est pourquoi nous y allons, nous apportons notre contribution au combat du Congo en déposant certains dossiers. Et ça a demandé un énorme travail en amont, parce qu'on a travaillé des documents et des documents qui nous ont pris une année de travail. On revient, on retable, on discute, on change, on modifie, on actualise. Donc, c'est un travail de longue haleine. D'ailleurs, on dormait parfois jusqu'à 3 heures du matin pour rédiger tous les documents nécessaires qu'on devait apporter partout où nous allons, parce qu'on sait bien que dans ces organismes-là, il faut apporter des dossiers, vous ne pouvez pas aller bras ballants. Donc, on a entrepris toutes ces démarches-là. En fait, on s'est appuyé justement, la non-violence en fait partie. Alors, je comprends que votre participation est active dans ces organisations. Est-ce que dans ces réunions ou ces colloques, avez-vous eu l'impression que la situation du Congo est suffisamment expliquée et connue de ces décideurs? Alors, je peux prendre la parole, Annie, sinon je continue. Oui, vas-y. D'ailleurs, on va le dire aujourd'hui. Quand on a commencé à démarcher pour le Congo-Brazzaville, généralement, les gens ne voulaient pas écouter le cas du Congo-Brazzaville. On a eu du mal au départ par rapport à il faut le dire, par rapport à la réputation qu'il y a eu sur la place de Paris. Donc, qui y a encore sur la place de Paris. Pardon? La réputation qu'il y a sur la place de Paris. Voilà, la réputation qu'il y a sur la place de Paris des Congolais depuis quelques années. Donc, quand on a démarré, on a eu du mal à se faire entendre, mais on a fini par se faire entendre, puisqu'il y a eu un moment où on a commencé à parler du Congo-Brazzaville, parce qu'on a fait du travail, et on a fait du travail, un énorme travail de lobbying, où on est allé dans des bureaux, on est allé dans des institutions, on a démarché avec nos moyens, pour aller déposer partout où il était nécessaire qu'on puisse parler du Congo-Brazzaville, et on sent que ça commence à payer, parce qu'au départ c'était difficile quand on arrivait, non, on ne veut pas vous recevoir, vous nous insultez, c'était ça, non, on ne veut pas entendre parler du Congo-Brazzaville parce que vous nous insultez, c'est pas possible. Et aujourd'hui, je vous assure que ce n'est plus le cas, et partout où on va avec le dossier du Congo-Brazzaville, tout le monde écoute, tout le monde veut participer à la libération du Congo-Brazzaville. Voilà ce que je voulais compléter. Si la présidente a des choses à ajouter, elle peut bien ajouter. Alors, Madame la Présidente, avant que vous ne complétez son propos, je voudrais avoir une idée sur
la manière, comment arrivez-vous à collecter les informations que vous transmettez à ces organismes, dans la mesure où nous savons que les choses fonctionnent un peu comme en circuit fermé dans ce pays. Est-ce que vous n'avez pas de difficulté justement à avoir des preuves, parce que ces organismes ont besoin d'éléments prouvés, matériels, pour établir justement que les droits de l'homme sont bafoués dans ce pays? C'est ça qui laisse traîner, qui fait traîner un peu notre combat, parce que je pense qu'on en aurait terminé avec la dictature si on avait tous les éléments qu'il faut. Mais comme notre dictateur utilise la même méthodologie qu'il y a quelques années, on n'a pas trop de mal à prouver que, puisqu'il n'a pas changé la façon de faire, c'est toujours la même chose. Il commence, il tue, il fait des élections, il bloque la population affamée, il recommence et il retue. Et on va chercher dans ces archives-là, et avec les témoignages, on arrive, mais on n'a pas vraiment les éléments qu'il faut. On lance un appel aux Congolais pour qu'ils nous contactent et qu'ils nous envoient les éléments pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse virer ce monsieur-là. On veut des éléments nouveaux sur ce qui se passe. Mais on sait au moins qu'il utilise les mêmes méthodes, et ça, c'est formidable pour nous parce qu'on peut prouver certaines choses. Alors si Alphonsine a quelque chose à ajouter. Oui. Alors, je peux ajouter également ceci. Il y a des organismes qui ne sont pas habilités dans le domaine des droits humains qui ont des enquêtes. Donc, nous, aujourd'hui, vous savez que l'information est ouverte, qu'on a accès à certaines données facilement ici. Quand on veut y accéder, on sait à peu près où aller chercher l'information. Donc, sur le Congo, il y a des organismes qui forcément ne s'occupent pas des droits humains, mais qui ont des enquêtes, qui ont des éléments, qui ont des fiches sur le Congo-Brazzaville, sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, on en a rencontré des responsables qui ont le nombre de personnes qui sont mortes au Congo-Brazzaville dès le début de la crise du 4. C'était le 4 avril, quand ça a commencé à Bakongo. On a des organismes qui avaient déjà le nombre de morts. Mais comme ça ne relève pas de leurs compétences, ils ne peuvent rien faire. Donc, nous, on utilise aussi ces organismes-là qui ont déjà accès à l'information sur le Congo-Brazzaville et sur ce qui s'y passe pour les utiliser, les transférer vers les organismes qui réellement sont compétents pour s'occuper des droits humains et de la défense des droits humains, tout en sachant que la démocratie fait partie des droits humains. Donc, sans la démocratie, il n'y a pas de droits humains. Donc, automatiquement, justement, ces organismes, on essaie d'aller vers eux, ceux qui peuvent, là où on a accès, on récupère les données que nous pouvons avoir et on utilise. Et quelques informations qu'on essaie d'avoir par-ci, par-là sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais nous avons besoin de la matière. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui sont à l'intérieur nous envoient des témoignages, nous envoient des éléments probants où on voit bien que ça se passe au Congo-Brazzaville et non des informations mensongères comme la plupart du temps sur Facebook. C'est surtout ça, parce qu'on veut du sérieux pour nous aider. Donc, il faut que les éléments soient sérieux. Il ne faut pas que ce soit des informations tronquées ou des choses, des images qui se passent au Congo démocratique ou dans d'autres pays. On veut les images du Congo. Qu'on nous donne les témoignages du Congo et vous allez voir qu'on ira plus vite. Donc, c'est tout ça qui retarde notre travail également, ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, si la présidente a des choses à compléter, je lui laisse la parole. C'est bon. Voilà, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, une fois de plus, que nous avons pour inviter Madame Lita Loulou, présidente de la CRD, et Madame Alphonsine Mikuisa, vice-présidente. Alors, j'ai une question qui porte sur la mutualisation de l'effort. Vous savez que la tendance aujourd'hui pour toutes les organisations qui œuvrent pour les droits de l'homme, les droits humains, c'est la mutualisation des efforts. Et dans ce cadre, je voudrais savoir si vous avez, par exemple, sollicité l'Église, qui est une autorité morale, pour essayer de vous aider dans cette crise congolaise. Est-ce que vous avez en direction de faire un clin d'œil à cette autorité morale? Allô? La présidente. La présidente, oui, Madame Alphonsine Mikuisa. Alphonsine, tu peux… Lita. Je laisse Alphonsine
répondre à cette question. Alphonsine, allez-y. Merci pour cette parole. Je voulais dire ceci. Par rapport à l'Église, nous avons justement, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, l'Église nous a donné des pages dans un grand journal de l'Église catholique, le Pèlerin. L'Église nous a donné une page dans La Croix. La Croix, c'est le journal de l'Église catholique, pour que nous puissions publier, monter les images, les documents sur le Congo-Brazzaville pour que ça soit publié par l'Église, parce que nous avons fait la démarche pour aller rencontrer l'Église. Donc l'Église ici, les évêques de France, les évêques, nonce, on appelle nonce apostolique, celui qui représente le pape à l'Union européenne, c'est des contacts que nous avons, que nous pouvons utiliser, mais il nous manque de la matière. Jusqu'aujourd'hui, la Croix n'a rien publié, le Pèlerin ne publie rien parce qu'ils attendent de la matière. Ils attendent de la matière pour parler du Congo-Brazzaville, pour qu'à chaque manifestation de l'Église catholique, qu'on mette en avant, qu'on publie le Congo-Brazzaville, ce qui s'y passe pour que les choses changent. D'ailleurs, on a déjà été publié quelque part, justement, c'était lié à l'Église catholique. Donc, on attend justement la matière on lance l'appel à ceux qui sont à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, à Messenger, il y a WhatsApp. Donc, on a besoin également de leur aide dans ce domaine-là pour que nous puissions parler du Congo, pour que l'Église porte, que nous donnions un coup de pouce à l'Église pour que l'Église mondiale porte le cadre du Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes là, nous attendons. C'est pas, on a un journal qui nous attend, 2 journaux. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Voilà, il y en a même plusieurs. On a même une radio qui nous attend, radio pour parler du Congo-Brazzaville, mais il faut bien qu'il y ait des personnes capables de faire des interviews, du sérieux, pas ce que nous voyons toujours sur la place de Paris, du sérieux. Mais on a besoin de femmes, que ce soit des femmes. C'est ça l'appel que j'ai lancé, des femmes capables de prendre la parole, des femmes capables, courageuses, qui n'ont pas peur de l'engagement. Voilà ce que je voulais. Alors, je voudrais, avec vous, Madame la Présidente, Lita Loulou, revenir sur ce que vous avez évoqué et qui fait partie des difficultés ou des blocages de cette lutte. Appelons-la ainsi. Alors, vous parlez de ce qui se passe sur la place de Paris. Pensez-vous, avez-vous l'impression que si cette lutte n'aboutit pas ou n'est pas en train d'aboutir, c'est simplement parce que le style des Congolais n'est pas celui qui serait attendu de la communauté internationale. Que reprochez-vous aux activistes de Paris, concrètement? En fait, en tant que présidente, je ne voudrais pas, je me dis que les gens se battent pour le même, nous sommes dans le même combat. Mais quelle est la méthodologie utilisée? C'est cette méthodologie qui nous porte préjudice. Parce que dès le départ, quand nous avons commencé, beaucoup de personnes nous ont dit commencez d'abord à enseigner la démocratie à vos compatriotes avant de mener le combat. Parce que le combat mené n'est pas digne des gens qui seraient susceptibles de devenir des démocrates. C'était ça le combat. Aujourd'hui, personnellement, je ne veux pas faire la morale à qui que ce soit. Mais qu'ils s'inspirent, comme nous, par exemple, de la non-violence, c'est quelque chose qui est flatteur et qui paye et qui montre aussi une certaine maturité dans la politique. Parce que si on accuse celui qui est là, c'est un dictateur, et nous qui n'avons pas encore le pouvoir, on se comporte comme des dictateurs, je pense que personne ne nous ouvrira la porte. Donc, recadrons notre combat. Nous avons le même combat, mutualisons nos efforts si nécessaire, mais dans le bon sens. C'est ça mon message. Allez-vous me dire, c'est ce qui a fait que vous puissiez abandonner les autres, notamment après le Congrès, parce que je sais que vous avez activement pris part à ces travaux du Congrès des Congolais de l'étranger. Pourquoi n'avoir pas initié cette démarche à l'intérieur même de la structure? Pourquoi n'avoir... Vas-y, Alphonsine. Alors, le Congrès des Congolais de l'étranger, il n'y a pas que ça, hein. Ça a commencé d'abord par la création du CNRT. Donc, le CNRT, j'y ai participé, j'ai contribué à la rédaction des textes du CNRT, hein, donc Conseil national de la résistance et de la transition.
J'y ai contribué, j'ai apporté mon savoir à la rédaction des statuts et de tous les documents du CNRD. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Je suis allée jusqu'à l'Élysée. J'étais dans la délégation qui est allée à l'Élysée après la création du CNRD. Qu'est-ce qu'on a constaté à la sortie de cette réunion avec la conseillère Afrique de M. Hollande, puisque c'était encore M. Hollande? Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il y a eu tout de suite, dès qu'ils ont entendu ce qui a été dit là-bas, c'était dans la bonne voie. Je vous assure que c'était dans la bonne voie. Dès qu'ils ont entendu certains, je ne dis pas tout, dès qu'ils ont entendu ce qu'on avait dit, ah, voilà, le pouvoir est là. Les gens sont allés tenter de créer une autre structure, alors sans savoir qu'ici, dans ce pays, il y a des codes. Il y a des codes, il faut savoir marcher dans ce pays, il faut savoir se comporter, comment prendre ces gens-là. Quand vous vous comportez comme si on était au village au Congo-Brazzaville, ce n'est pas possible, c'est des démocrates. Dans leur tête, ils fonctionnent autrement, ils ne fonctionnent pas comme au Congo, où c'est la dictature, voilà. Non, les gens sont sortis, sont allés créer autre chose. Et ça a cassé la dynamique du CNRT. Voilà, je voulais quand même y revenir. Alors, après, il y a eu cette chance, une deuxième chance de faire le congrès des Congolais de l'étranger. Moi, on m'a appelé, je suis allé, j'ai dit, bon, pourquoi pas aller tenter une autre aventure. On est arrivé. On nous a voté dans la commission politique du congrès des Congolais de l'étranger. Donc, Annie Lita a été votée présidente de cette commission politique et moi, j'étais la secrétaire. Donc, on a commencé à travailler malgré tout. C'était toujours, non, ne faites pas ceci, non, ne faites pas cela. Alors, vous qui savez faire, dites ce qu'il y a à faire. Il n'y a jamais rien eu de concret. On s'est dit, si nous, on ne se lance pas, on ne va pas jusqu'au bout de la démarche, il n'y aurait pas eu ce congrès, parce que c'est la commission politique qui a élaboré tous les documents. C'est Annie et moi qui avons élaboré les documents. La plupart des documents, c'est nous qui avons mis en forme, c'est nous qui avons recadré, dirigé, orienté les choses. Et le congrès, finalement, s'est tenu. Ça avait bien démarré, le congrès des Congolais de l'étranger. Ça avait bien démarré. Nous, on avait donné un cadre, on avait donné une orientation. Donc, on a commencé par les ateliers. Donc, dans ces ateliers, on devait faire sortir les grandes lignes de ce qu'il fallait faire après. Une fois qu'on a fait les ateliers, alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme toujours, tout le monde veut être chef, tout le monde veut être président, même si on n'a pas les compétences qu'il faut. Or, les ateliers, à la sortie de ces ateliers, il y avait des choses à faire et ça nécessitait des compétences pour faire ces choses-là. Alors, les comptes rendus des ateliers, il y en a qui ont subtilisé les comptes rendus des ateliers, qui sont partis avec. Finalement, à la fin, on a voté la création d'une organisation de lutte contre la démocratie à la sortie de ce congrès. Moi, personnellement, j'étais contre la création de l'organisme parce qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On crée un organisme quand on a déjà une ligne politique, quand on sait ce qu'on va faire. Donc, à partir de ces ateliers, des comptes rendus des ateliers, c'est ceux qui devaient travailler dans ces ateliers, après les ateliers, après les comptes rendus, ce sont eux qui devaient conduire l'action parce qu'eux, ils allaient être capables d'orienter le combat, capables d'orienter la ligne politique qui pouvait nous sortir de la dictature. Donc, c'était ça. Et finalement, le Congrès, bon, d'accord, le Congrès étant souverain, ils ont voté la création de cet organe. Mais automatiquement, nous, on était bloqués puisqu'on n'avait plus, une fois l'organe créé, on ne savait plus quelle suite avec la création de l'organe. Et ce n'était plus possible de continuer avec ce groupe-là parce qu'il n'y avait plus d'issue. On était bloqués. Donc, on s'est dit, voilà, encore une fois, CNRT, on a saboté, le Congrès, on a boycotté. Bon, mais écoutez, on ne va pas continuer comme ça, on est des femmes responsables, il faut qu'on prenne notre responsabilité. On a décidé de créer, nous étions 6, 2 hommes et 4 femmes à la création de l'ACRD Congo-Brazzaville. Donc, nous avons travaillé les textes pour créer cette structure de l'ACRD Congo-Brazzaville. Donc, voilà. C'est là, et finalement, on a donné notre orientation, qui n'est pas toujours la même que tout le monde. On n'est pas là non plus pour faire des leçons aux autres. Chacun fait ce qu'il sait faire, mais qu'on le fasse dans le respect des règles, de certaines règles, en se disant que nous sommes en France, nous ne sommes pas au Congo. Et qu'ici, on nous reçoit dans un pays, et un pays où il y a des lois.
Donc, il faut agir dans ce pays dans le cadre de la loi française. Si on veut agir comme au Congo, eh bien, il faut aller au Congo. C'est ça le gros souci qu'on a sur la place de Paris. Donc, se dire toujours qu'en France, il y a un texte qui nous permet d'agir. Et il faut l'utiliser. Il faut utiliser ce texte qui nous permet d'agir. Et là, ça nécessite des compétences, des savoirs. Voilà ce que je voulais ajouter. Je passe la parole à Alfonsine. Oui, allez-y, Présidente. Ben, je pense qu'Alfonsine a dit le plus gros. Donc, je pourrais éventuellement ajouter que mon engagement est aussi motivé par le fait que lors de ma candidature, j'étais candidate aux législatives 2012, où j'ai sillonné le Congo-Brazzaville. Pardon? On en parle là? D'accord, ok. Bon, ben, c'est bon. Alors, ce que Alfonsine... Alors, Présidente, allez-vous prendre dès aujourd'hui l'option d'organiser des séminaires en France, là-bas, pour essayer d'éduquer la diaspora? Je pense que la diaspora n'a pas besoin qu'on l'éduque. Nous, on a besoin de former ceux qui sont au pays qui n'ont pas accès à ces formations-là. La diaspora a tous les moyens, toutes les formations sont disponibles. S'ils veulent devenir comme ce sont des combattants, devenir les dirigeants de demain, ils peuvent se former parce que l'accès à la formation est complètement disponible et gratuit. Donc, mon message est plus à l'endroit de ceux qui sont au pays parce qu'on a besoin de mobiliser, de préparer le Congo de demain. Oui, tout à fait. Voilà, Présidente. Oui. Tout à fait d'accord parce qu'ici, on a accès à tout ce qu'il faut et c'est gratuit. Donc, on se forme. Nous, on s'est formés. On n'a pas attendu la crise du Congo-Brazzaville pour se former. On est allé dans des structures. On est dans Human Rights depuis longtemps. On est là, Amnesty International depuis quelques années. Lita Loulou est trésorière de MRAP depuis quelques années. Donc, vous imaginez bien donc, que... CFD Terre Solidaire, Alternativa. Je suis socialiste depuis 20 ans. Donc, vous imaginez bien qu'on ne sort pas comme ça de nulle part. C'est une formation. On a suivi des formations, que ce soit dans le domaine politique, en dehors de nos propres formations académiques, universitaires, et notre expérience dans nos activités professionnelles. Mais on a participé à des conférences, des débats. On continue. On parle de l'actualité mondiale, on parle des stratégies internationales aujourd'hui, on parle de la diplomatie, on parle de l'ouverture vers le monde, la mondialisation. Justement, nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé. Donc, il faut se comporter dans ce monde, que le Congolais trouve sa place dans ce monde globalisé. Personne ne viendra vous faire la place. C'est à vous de trouver votre place par le travail. Et de vous intégrer. Et de vous intégrer. Ce n'est pas les autres qui vont vous faire la place. Parce que le monde existe déjà. Voilà, nous, on est partis dans cette optique et c'est comme ça que nous sommes comportés en France. Rien que même pour avoir nos emplois, on n'a pas attendu qu'on nous donne. On a cherché à s'intégrer, à s'imposer, à rentrer là où il fallait rentrer pour trouver du travail. C'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Donc, on ne va pas attendre que les autres viennent faire à notre place. C'est à nous de faire. C'est à nous, Congolais, de faire les choses. Voilà ce que je voulais faire. Ceux qui sont au pays, nous sommes disposés. Nous, ce que nous avons appris, c'est pour transmettre aux pays qui n'ont pas eu cette chance avec la dictature d'accéder à l'information. Mais ceux qui sont à Paris, la diaspora, ils ont les formations aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Il suffit de se connecter. Vous avez des formations, vous vous connectez, vous avez des formations gratuites. Donc, on ne va pas leur apprendre ça. C'est ceux qui sont au pays qui n'ont pas accès, qui ont du mal. C'est à eux qu'on doit transmettre ce que nous avons appris. Alors, Lita et à vous deux, pour conclure sur ce point précis, voulez-vous dire que tant que les Congolais, concrètement en France, auront toujours une violence verbale vis-à-vis de la France, par exemple, ils ne feront que compliquer la situation du Congo? Est-ce que je peux risquer cette conclusion? Moi, je peux le dire, oui, parce que le problème, on accuse sur des choses dont on n'a pas, on accuse sur des faits qu'on ignore. Parce que quand on réussit, parce qu'on est dans un pays où même quand les choses réussissent, ils font un bilan. Est-ce que les Congolais ont fait le bilan de la gouvernance depuis l'indépendance? Personne n'a fait le bilan. C'est toujours la faute des autres.
Et nous, que faisons-nous pour que les choses changent? Donc, nous, on n'est pas dans cette optique de chercher les coupables, mais nous pensons que ce n'est qu'en relevant les challenges et en affrontant la difficulté qu'on avance. Sinon, notre peuple est condamné. Dans 50 ans, il n'y aura plus aucun Congolais de Brazzaville. Parce que ça saura tout détruire. Pardon. Oui, Alphonsine, tu voulais rajouter? Je veux continuer. Justement, je voulais tout simplement te compléter. Oui. Qu'aujourd'hui, vous voyez comment fonctionne le monde. Chaque peuple, je l'ai déjà dit, doit trouver sa place, s'accrocher à cette locomotive. On nous tend la main, même pour la situation du Congo-Brazzaville, on nous a tendu la main. Tout le temps. Tout le temps, on nous a tendu la main, que ce soit la France, que ce soit la communauté internationale. On nous a tendu la main. On nous tend la main tout le temps. Sauf que quand on nous tend la main, en face, qu'est-ce qu'on reçoit? C'est la haine. Mais on ne peut pas construire dans la haine. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Le Congo n'a rien. Vous allez construire les hôpitaux, par exemple, comment? Mais les appareils que vous utilisez dans les hôpitaux, il faut bien les acheter quelque part. Donc, il faut bien coopérer avec les autres. Le CFCO qui est cassé pour remettre les rails. Avons-nous de la technologie pour le faire? Non, il faut bien aller négocier avec les autres. Les écoles, l'eau aujourd'hui qui manque au Congo-Brazzaville. Avons-nous la technologie nécessaire? Non, il faut aller coopérer avec les autres. Alors, si vous passez votre temps à vilipender les autres, on sait bien qu'ils ont, chacun a sa part de responsabilité, on ne nie pas. Mais nous sommes en 2018, nous ne sommes plus dans les années 90, ni dans les années 60. Donc, les choses aussi ont évolué. Nous fréquentons, par exemple, les politiques ici, et des nouvelles générations. Certains, on était sur les bancs de l'école ensemble. Certains, ce sont nos profs. Donc, les choses changent, évoluent. Et nous, on est en France, on a cette facilité-là de faire les choses correctement. Pourquoi passer à côté? Pourquoi sommes-nous en France alors? C'est ça la force de la diaspora. C'est être capable d'utiliser ces leviers, ce que nous avons ici, et non rejeter ces leviers qui pouvaient nous permettre de faire partir le dictateur. Donc, c'est ça qu'on dit aussi ici. Donc, on ne condamne personne. C'est des grandes personnes également. Donc, chacun est responsable de ses actes. Mais tout en sachant que nous, je le redis, qu'on a eu du mal quand on a démarré pour faire passer le dossier du Congo dans certaines institutions parce qu'on nous renvoyait toujours. Bah oui, mais vous nous insultez, nous les Blancs, vous voulez qu'on fasse quoi? Eh bien, démerdez-vous. Vous voyez jusqu'à quel point. Voilà, ça, je le dis. C'est pas à cacher. Maintenant, chacun mène le combat comme il entend. Ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et bien, nous, on gère, on a commencé à gérer ça. Donc, on a trouvé l'astuce pour contourner justement ce comportement, pour gérer autrement les choses et faire comprendre à ces gens qui veulent nous aider que non, il y a aussi des Congolais qui pensent à la globalité, qui pensent à l'amour du prochain, à la fraternité. Et à la solidarité Voilà, à la solidarité internationale. Bien, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook que nous avons eu quelques difficultés à voir les deux images donc, de Mme Loulou et Alphonsine. Toutes nos excuses. Nous avons, je disais au départ que cette émission était également celle des auditeurs. Nous avons une question qui nous vient de M. Charles Alexandre Nsanga. Question. Les USA se retirent des droits de l'homme. Comment faites-vous pour faire entendre la voix des Congolais dans ce pays? Alors, je laisse la présidente répondre à la question. Aujourd'hui, le combat, la charte des droits de l'homme est devenu le combat. C'est le combat à mener parce que c'est le combat du peuple. On peut même vous dévoiler un petit secret, puisqu'on est aussi avec les diplomates. On est avec l'ONU, qui est en conflit avec lui-même et ses organisations, en se disant qu'il y a près de 147 pays membres et il y a environ 20% des membres qui respectent la charte des droits de l'homme. Et le reste des peuples sont en souffrance. Et le rôle des Nations Unies, c'est pouvoir faire quelque chose pour sauver ce peuple. Aujourd'hui, c'est la question qui est sur la table des Nations Unies. Et nous fêtons aujourd'hui le 77 année plutôt, le 70e anniversaire de cette charte. Et chaque dirigeant s'en fait l'écho pour sortir le peuple. Et comme notre peuple
Et dans cette situation de précarité, situation de non-respect de ses droits, il est entendu parce que nous portons un autre langage. Nous faisons appel à cette solidarité internationale pour qu'il se réveille par rapport à ce peuple et non par rapport aux hommes. Notre combat ne porte que sur ce peuple qui est perdu, qui est sans voix, dont personne ne fait l'écho. Alors, je peux compléter la présidente. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, par rapport à ce que Trump vient de dire, oui, parce que la question, Trump est sorti mais justement, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est ça. Nous faisons nos analyses. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Pour que, en fait, que fait Trump? Il met un coup de pied dans la fourmilière. On dit quoi? Un coup de pied dans le plat. Voilà. Donc, ce que Trump vient de faire, c'est à notre avantage, dans le sens où ça va remuer partout, ça va secouer partout. Je pense que vous-même vous sentez par rapport à d'autres pays que ça va bouger et ça bouge. Ça bouge parce que ce que Trump vient de dire, c'est pour secouer les autres qu'il est grand temps de changer les choses. Qu'on ne doit pas laisser une partie du monde, de la population mondiale, souffrir, galérer, alors que les textes, ces États-là, ces États dictatoriaux ont signé ces textes. Donc, on doit pousser l'ONU à faire respecter les engagements des États. Tous les États qui se sont engagés dans le respect des droits humains doivent se plier à ce respect. D'ailleurs, il y en a qui ont commencé à parler d'agir comme dans le cas du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui engage le Conseil de sécurité. Donc, nous suivons de près ces choses-là et nous participons justement à certaines conférences pour ça, pour poser des questions, pour pousser les choses, pousser le dossier du Congo. Et le Congo, on entend parler du Congo, on a des dossiers qui rentrent, on a des dossiers, je ne peux pas vous dire combien, mais on a fait énormément du boulot. Et nous sommes confiantes. Et nous sommes confiantes. Quant à l'issue. Et tout en sachant que, je voulais aussi préciser une chose, il faut le savoir que le monde a été divisé en 1945, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et je reviens là-dessus parce que, sachez que nous qui n'avons pas les armes, nous n'avons pas d'autres options pour dégager la collaboration. Voilà, nous n'avons pas d'autres options que d'utiliser justement ce levier, d'utiliser les moyens, les organismes qui sont là pour ça. Il y a des textes aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de textes qui sont votés dans des pays démocratiques qui nous permettent d'avancer. C'est ce que je voulais préciser. Donc, ce n'est pas la peine de rejeter les autres, il faut plutôt utiliser les autres comme nos alliés pour qu'ils nous aident parce qu'eux, ils ont plus de moyens. Eux, ils peuvent taper sur la table et ils peuvent se faire entendre. Et le problème est réglé. Donc, on ne doit pas sous-estimer cette solidarité internationale que nous appelons de tous nos voeux. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Lita Loulou Alphonsine Mekwiza, invitée du journal de la communauté de Jean Lewis. J'encourage donc tous les auditeurs, donc je vous invite à poser des questions sur la situation des droits de l'homme au Congo-Brazzaville à mes invités. Alors, nous restons sur le chapitre, sur le chapitre stratégie. Vous avez, dans votre charte, mesdames, épinglé la notion de corruption. Vous savez que parmi les raisons évoquées et qui font que la lutte que vous entreprenez là-bas stagne, il y a l'argent. Alors, j'ai cru lire quelque part, vous affirmez que l'argent facile dont on ignore la provenance rend esclave et aveugle. Alors, doit-on replacer cette phrase dans le contexte même de ce que les gens décrivent en Europe, notamment dans la communauté congolaise, précisément sur le problème de la corruption?
Le problème de la corruption, il n'y a pas que ce problème-là. Nous avons mis en avant tout, en fait, tout ce qui se fait au Congo. Les antivaleurs, nous agissons différemment. Au Congo, avec l'argent, on vendrait son âme. Nous, l'argent doit être mérité. De fait, dans notre association, il n'y a pas de cotisation pour éviter justement que les gens se tournent le cerveau et des choses qui ne vont pas dans le bon sens. L'argent, on milite pour la méritocratie. C'est pour ça qu'on parle de formation, on parle de compétences, on parle de capacité pour atteindre des objectifs, mais que l'argent ne soit pas le moteur, mais des valeurs. Les valeurs, c'est quoi, comme on a dit? Les droits de l'homme. C'est l'homme au cœur de notre engagement. C'est ça. Et l'homme n'a pas besoin, pour qu'on respecte ses droits, qu'on mette l'argent en avant. Donc, ça ne peut pas être ça chez ACRD Congo. Alors, toujours avec vous, Madame la Présidente, vous l'avez effleuré pendant cet entretien. Tout le monde sait que vous avez une expérience politique, puisque déjà au pays, donc nous abordons l'aspect Congo politique au niveau local, donc à Brazza, vous avez été en 2012 candidate malheureuse, pour ainsi dire, aux élections législatives. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout cela et nous dire pourquoi, les raisons de votre échec et pourquoi avez-vous quitté le Congo pour revenir en France? C'est un peu compliqué, mais je vais faire court et simple. Ne me limiter qu'à cette expérience, je ne sais pas si elle est malheureuse, parce que ça a été aussi un des moteurs de mon engagement. Je me suis retrouvée dans mon village et à l'initiative des gens du village, ils m'ont dit, maman, tu as été dans ces pays-là, tu as appris, tu peux nous aider à faire changer les choses. Parce que la situation dans laquelle nous vivons est arrivée à un point tel que nous sommes incapables de nous négocier. Nous n'avons même plus confiance à ceux qui viennent nous voir. Donc, je veux m'engager sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et quand j'ai fait ma campagne électorale, j'ai été au plus près des populations. J'ai vu la misère des populations. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai dit, je ne peux pas travailler avec ce gouvernement parce que je n'apporte rien à ce peuple. Parce qu'ils ne travaillent pas pour le peuple, mais ils travaillent plus pour eux. Et qu'est-ce que je pourrais faire parmi les plus de 150 députés, moi toute seule, avec mes valeurs? Si je n'ai pas d'alliés, si je n'ai personne avec moi, je dois prendre du recul et pouvoir taper dans cette fourmilière-là pour faire bouger les choses. Parce qu'ici, on peut parler, on peut dire ce qu'on pense, on peut porter le combat de ce peuple. Mais en étant là-bas, comme les gens ont tendance à le dire aujourd'hui, on va travailler de l'intérieur, je ne sais pas comment, parce qu'il y en a qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. La situation ne fait que s'empirer. Donc, c'est l'objet de mon combat. Je n'ai pas réussi. J'en suis fière et heureuse parce qu'aujourd'hui, j'ai pris du recul et que je peux avancer. Voilà. Cette promesse que j'ai faite à ce peuple-là, de porter leur voix, de pouvoir parler pour eux à ceux qui sont hors du Congo. Et ce n'est que nous qui pourrons aller les sortir de cette situation. Alors, pour ceux qui vous connaissent, Alphonsine et Lita Loulou, nous savons que nous n'avons pas vos images, mais on a déjà entendu parler de vous comme des anciens membres de l'APACO. Vous avez donc été là-bas avec M. Parfait Kolela, que vous avez quitté il y a quelques années, je crois. Alors, pourquoi avez-vous quitté cette organisation? Et depuis que vous avez quitté, cette question donc est liée à la première, depuis que vous avez quitté, pensez-vous que l'organisation comme telle a revu ce que vous auriez décrié quand vous y étiez? Pouvez-vous apprécier l'APACO à ce jour? Moi, je vais commencer, Alphonsine va me compléter, parce que c'est deux questions. La première question, au sortir du congrès, et moi personnellement, après avoir vu, parce que je suis une personne qui dit la vérité, vu le projet de société de PACO, ça ne correspondait pas aux valeurs que je porte. J'avais demandé, j'en avais parlé au président que j'ai quitté la PACO. Il m'a dit, attends le moment favorable et tu pourras t'en aller.
Donc, pour moi, le problème d'Apaco était réglé. Parce que quand j'y suis arrivée, je croyais que Paco était un vrai combattant et qu'on pouvait s'aligner derrière lui et qu'on était les moteurs d'après le président. Il avait dit qu'on était le moteur, le laboratoire de ce qui devait être porté, ce monsieur-là. Mais en étant à l'intérieur, je me suis rendu compte que c'était qu'est-ce qu'il a fait. Il a été dire bonjour à qui, il a fait bisous à qui. Ça ne correspondait pas au combat. Donc, dans tous les cas, j'aurais quitté Apaco. Maintenant, Alphonsine, si elle a quelque chose à ajouter, je lui laisse et puis éventuellement, je pourrais revenir. Loulou, je n'ai pas entendu quelque chose de concret sur cette différence de vue ou d'opinion ou idéologique entre vous et votre président. Que lui reprochez-vous sur le plan idéologique? Je ne sais pas s'il y a une idéologie dans son combat, parce que je n'en ai pas. C'est pour ça que je dis que je voulais quitter Apaco, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on allait et quelle était la vision. Et comme il n'y avait aucune démocratie parce que la parole ne nous était pas accordée. Donc, je ne saurais jamais dire si on pouvait avancer. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'amertume que je vois ce qui se passe. Parce que je croyais que c'était un homme qui pouvait porter des choses, des valeurs. Malheureusement, sa personne est plus forte, son intérêt personnel est plus fort que la misère du peuple congolais. Donc, je ne peux pas le critiquer. C'est son combat, ce sont ses valeurs. Nous sommes, je ne dirais pas qu'au Congo on est en démocratie, mais il a fait le choix de son combat qui ne correspond pas au mien. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui d'Apaco? Je ne cherche même pas à savoir ce qu'il en est. Parce que dans tous les cas, mon combat s'arrêtait. Je devais quitter cette organisation ou cette association qui ne portait pas les mêmes valeurs que moi. Donc, alors, je suis navrée. Alphonsine. Oui. Alors, moi, Apaco, j'ai intégré Apaco, justement, pour moi, ça devait être un laboratoire des idées, un laboratoire des projets qui devait porter Kolela. Parfait, hein, je parle bien de Kolela fils, parfait Kolela. Donc, pour moi, j'ai intégré l'Apaco quand le président de Apaco m'a demandé, hein, parce qu'il m'a contacté pour intégrer Apaco. Et j'ai accepté, j'ai dit d'accord, je viens, mais à condition que ce soit un laboratoire d'idées, de projets pour porter justement Parfait Kolela jusqu'à là où on pouvait le porter. Donc, je me suis investie. J'ai payé mes cotisations. J'étais à jour à mes cotisations. J'ai même payé les droits, une participation pour que les choses avancent au pays. On a participé à l'aide pour apporter de l'aide aux poules. On a contribué pour apporter l'aide aux poules. Donc, les dons qu'on a fait aux poules que Paco a, nous, on a participé financièrement dans cette aide. Donc, pour moi, c'était un laboratoire d'idées qui pouvait justement porter le peuple congolais vers sa libération, vers son épanouissement. Sauf que quand il s'agissait de débattre et de proposer des idées, alors c'était le blocage, on n'avait pas droit à la parole. Donc, c'était toujours pour prendre la parole, c'était des problèmes. Et moi, c'est suite à justement à cette obstruction, à cette dictature. Parce que moi, ici, je travaille, j'étais dans un parti politique, je suis dans un parti politique, je sais comment ça fonctionne. Personne ne m'interdit de parler. Quand j'ai des choses à dire, je le dis. Alors, chez Apaco, on m'a arrêté, on m'empêchait de parler, on m'empêchait de proposer. Donc, il n'y avait plus aucun intérêt de rester chez Apaco. Donc, Apaco, aujourd'hui, moi non plus, je ne sais pas. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que l'association est morte? Je n'ai aucune idée et je ne cherche plus à savoir, étant donné que nos voix se sont divisées, se sont dispersées, parce que la ligne politique, nous, on partait avec une ligne politique. La ligne politique, c'est combattre la dictature et le faire partir. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va dialoguer. Ici, on nous a dit, la communauté internationale, partout nous sommes passés, y compris les hommes politiques, les grands hommes politiques, on ne négocie plus avec les dictateurs, on travaille pour les faire partir ou on les garde. On nous a dit ouvertement ici, voilà, c'est des confidences que je vous livre aujourd'hui, je livre au peuple congolais
à ceux qui nous suivent. On ne négocie plus avec les dictateurs, c'est dit clairement à l'Assemblée nationale française, c'est clairement dit au Sénat, c'est clairement dit à l'ONU. On ne négocie plus avec les dictateurs, on ne dialogue plus avec les dictateurs. On travaille pour les faire partir. Si vous ne travaillez pas pour les faire partir, eh bien on les garde. Voilà ce qui nous a été dit, redit. Et on le partage avec vous. Alors voilà. Donc, oui. déjà, là, après des élections, parce que nous, quand on l'a porté pendant la campagne électorale, pour nous, la campagne électorale des présidentielles, c'était une résistance. C'est une forme de résistance. Participer aux élections devant une dictature, c'est une résistance pacifique. C'est une résistance non violente. Pour moi, on partait pour apporter les preuves que ce monsieur-là, c'était l'imposteur. Une fois qu'on avait les preuves, il fallait travailler sur ces preuves-là. Donc, nous, on était à Paco pour ça. Après les résultats, on devait travailler. Voilà encore une autre occasion qu'on a ratée avec Apaco. On devait travailler pour utiliser justement ces arguments et apporter ce message du peuple congolais devant la communauté internationale, devant ceux qui sont capables de nous aider. Mais on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai pas de commentaires. Moi, chacun est libre de ses actes, de ses engagements. Nous sommes des démocrates. Quand les gens veulent faire, ils font. S'ils se cassent la gueule, eh bien, ce n'est que les conséquences qu'ils peuvent éduquer. Mais on sait bien qu'il y a déjà eu des dialogues au Congo. Donc, la tournure des événements ne nous permettait plus de rester chez Apaco, ni d'ailleurs de chercher à intégrer un groupe autre que Apaco qui n'allait pas dans notre sens. Donc, c'est ça, c'est une question de conviction. Voilà, nous allons dans quelques minutes nous séparer, mais je voudrais, ça nous sert de transition, on parle du dialogue partout, au Congo, en France, aux USA, et concrètement avec un compatriote qu'on appelle Modeste Boukadia et qui vous a proposé la conférence internationale. Pensez-vous que cette démarche de Boukadia semble la mieux adaptée à ce que vous recherchez, notamment une transition pacifique? Mais je viens de le dire. Que nous ne décourageons pas les bonnes volontés. Chacun fait. Du moment où ça ne nuit à personne, ça ne nuit pas au peuple congolais, ça ne nuit pas au combat. Chacun est libre de proposer sa démarche et faire aboutir son... C'est un projet, c'est un grand projet que M. Boukadia a lancé. Et le projet, c'est lui qui sait ce qu'il y a dans son projet. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette conférence internationale. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? Qui va financer? Qui va soutenir? Parce que quand on parle d'international, ça signifie que la communauté internationale sera impliquée d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas dans ce projet, je ne connais pas son projet. Comment voulez-vous que j'apporte une appréciation crédible? Donc, moi, je soutiens toute action qui va dans le sens de libérer le Congo-Brazzaville, de libérer ce peuple. Donc, si M. Boukadia pense que c'est la conférence internationale, mais qu'il aille au bout de son projet. Quitte à lui. C'est son projet. Donc, c'est à lui de mener ce projet jusqu'au bout comme il a ficelé. Donc, nous, on n'a pas de visibilité sur qui, quoi, comment, pourquoi, combien. On n'en a pas. Donc, on ne sait pas. Les questions se posent, on peut bien se poser les questions. Qui va financer? Où? Quel est le lieu? Ça va se passer où? Qui ira? Qui sera là? Combien ça va coûter? Y a beaucoup de questions. Pourquoi? Pour aboutir à quoi? C'est des questions essentielles. Donc, nous, on n'a pas des réponses à ces questions-là. On ne peut que l'encourager à y aller. Donc, c'est ce que je... On ne peut pas décourager les bonnes volontés. On ne peut pas dire, voilà, M. Boukadia veut faire la conférence, on va bloquer. Non, mais du moment où c'est dans le but de libérer le peuple congolais, nous poussons la personne à faire ce qu'il a décidé de faire. C'est lui qui connaît son projet. Alors, Loulou, Présidente, nous terminons dans quelques secondes. Il y a aussi d'autres propositions, comme celle de la conférence bis de un autre Congolais, M. Wabaluku, qui croit qu'il faut tenir une conférence bis. Ou au Congo. C'est les mêmes questions qui se posent.
Ce sont les C'est mêmes là ce questions. que vient de dire Alphonsine. Oui. C'est ce que vient de dire Alphonsine. C'est son projet. C'est à lui de conduire. Parce que ici, on peut parler de démocratie. On se dit que la diaspora est une diaspora démocratique. Et en démocratie, chacun mène son navire où il veut, à condition qu'il arrive à bon port. Donc, Alors, s'il pense que c'est le bon chemin pour y arriver, eh ben, nous ne pourrons que l'applaudir. bon, les militants que vous êtes, vous avez aussi cette possibilité d'évaluer toutes ces démarches. Bien, nous allons conclure, Présidente Alphonsine, sur la place de la femme. Vous savez, vous avez certainement des rapports sur les exactions connues par les femmes dans le monde entier, notamment parlant du cas du Congo. Et on s'accorde à dire que dans tous ces conflits, dans toutes ces bavures, c'est la femme qui paye le plus grand prix. Alors, est-ce que vous avez un message particulier adressé à ces femmes? Est-ce que vous avez un conseil à adresser à ces femmes qui sont placées dans des conditions difficiles? Vous affirmiez au départ que vous avez des outils intellectuels et professionnels qui vous permettent d'enseigner la non-violence dans des régimes dictatoriaux. Quelle est la démarche qui pourrait permettre à ces femmes de se prémunir justement de cette dictature? Bon, cher Jean, je voulais savoir, parce que la personne qui veut apprendre la démocratie ou disons se former, ou la personne qui veut s'engager pour réellement entrer dans le combat, c'est deux points distincts. Parce qu'une personne qui veut, une femme qui veut jouer le leadership dans le cadre féminin, il y a des conditions préalables, notamment l'engagement. Parce que l'engagement, c'est quelque chose de très important. Et c'est ça, puisque tout à l'heure, on a parlé de l'argent. Il faut que ce soit vraiment un engagement pour le Congo de 10 ans, pour le Congo ou pour ses valeurs. Donc, il n'y a pas de paiement. Et quand la personne est engagée, la personne sait où elle veut aller. À ce moment-là, il y a des formations qui viennent en appui pour faire connaître ce monde, parce que le monde, il a avancé, il continue d'avancer. Il faut que les gens soient formés. Soient formés comment la gestion de la dette du Congo, la gestion du Congo de demain. Et ça vient en plus de l'engagement. L'engagement, c'est quelque chose de plus important. Maintenant, comment former les gens? Il n'y a pas que les femmes. Au Congo, tout le monde est concerné. En tant que femme et mère, nous pensons que nous ne pouvons pas isoler notre combat. Notre combat est pour toutes les personnes qui sont dans la situation, qui sont sans voix, qui sont dans cette situation de précarité. Toutes les personnes, les femmes, tout comme les hommes, sont inclus. On les inclut dans notre combat. Donc, on ne peut pas en isoler. Maintenant, s'il y a des femmes qui veulent s'engager, eh ben, si elles sont réellement engagées, elles veulent faire bouger les choses, nous sommes disposés. Même pour ceux qui ne sont pas engagés, nous sommes disposés à les former pour avancer, pour que demain, le Congo, on ait moins à réfléchir, mais que tous ensemble, nous puissions avancer et gagner du temps. Y a-t-il un numéro de téléphone par lequel ou un email par lequel on peut vous joindre? Oui. La CRD a même son site. Bon, on a un peu de mal à terminer parce que on a beaucoup de réunions, beaucoup d'interventions. On fait un travail qui aurait dû être fait depuis je ne sais pas combien d'années, mais c'est une petite parenthèse. Nous avons ACRD, notre adresse email, c'est contact@acrdcongobrazzaville.org. Toute personne peut nous contacter, peut nous laisser un message et nous garantissons répondre sous 24 heures. Il y a également Facebook. Oui. Également, Facebook, prendre contact. Congo ACRD. Il y a la commission politique et il y a le compte ACRD. Il y a la commission politique de l'ACRD Congo Brazzaville et il y a Congo ACRD sur Facebook pour nous laisser des messages inbox s'il y a des choses à dire. Nous sommes bien disposés à écouter, à échanger, partager
certaines choses. Voilà. Voilà. Nous allons refermer ce journal. Avez-vous quelques détails ou des points que vous jugez importants sur lesquels vous voulez insister en quelques secondes, des points que nous aurions effleurés ou ceux que nous n'avons pas évoqués pendant cet entretien? Est-ce que vous voulez, Madame la Présidente, revenir là-dessus? Les points évoqués, mais je pense qu'on les a évoqués, mais pas insister. Pour faire avancer le combat, nous avons besoin de la contribution des Congolais. Tout Congolais trouvera sa place dans l'SRD et dans le Congo de demain. On a besoin de toutes les contributions. Personne ne sera jugé, personne ne sera, mais toute personne viendra faire grandir cette grande famille qui va prendre le contrôle du Congo de demain, afin que tout le monde y trouve sa place. Donc, je remercie tous ceux qui vont participer à nous rejoindre, qui viendront nous rejoindre. C'est l'appel lancé pour qu'on avance. Merci. C'était donc le journal de la communauté, édition du 26 juin 2018, depuis le studio central et en France, avec nos amis Lita Loulou et Alphonsine Mikwiza, militante des droits de l'homme. Alors, vous pouvez, cette émission est la vôtre, chers amis, vous pouvez continuer à apporter des remarques sur cette vidéo, à faire des propositions pour faire avancer les choses. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Toutes nos excuses pour les difficultés techniques que vous avez, notamment sur la vidéo. Je vous retrouve certainement le dimanche pour l'édition internationale du journal de la communauté. Merci et au revoir. Merci. Merci beaucoup et à bientôt. Le combat continue. Oui, nous espérons une nouvelle invitation pour continuer et rappeler tout ce qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui. Le micro est ouvert, il est gratuit. Vous pouvez donc solliciter une invitation quand vous le souhaitez. Merci John. Merci, John. Okay, bye.